Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 13 août, et donc c'est l'occasion de parler d'un 13 août très important dans l'histoire pour le deuxième épisode de la série Mais pas que. Donc mais pas que, je rappelle le concept, on prend les dates les plus célèbres de l'histoire pour comprendre que les jours importants, il s'est passé des choses importantes, mais pas que. Il s'est toujours passé autre chose que l'événement principal, que l'événement qu'on a appris à l'école. Et aujourd'hui, on va parler du 13 août 1961. Enfin, plus précisément, on va parler de la nuit du 12 au 13 août 1961. Et on le sait, il peut se passer beaucoup de choses en une nuit. Le massacre de la Saint-Barthélemy, la nuit des longs couteaux, Bradley Cooper qui choure le tigre de Mike Tyson, tous ces événements historiques ont en commun d'avoir eu lieu après le coucher du soleil. Et au matin du 13 août 1961, en se réveillant après une bonne nuit de sommeil, les habitants de la ville de Berlin ont découvert à quel point le secteur du BTP allemand était efficace. La veille, le samedi 12 août 1961, les Berlinois pouvaient encore circuler dans toute la ville. Et le dimanche 13 août, surprise, la ville était coupée en deux par une démarcation impossible à franchir, le mur de Berlin venait de naître. Et à partir de maintenant, il y aura deux villes, Berlin-Est et Berlin-Ouest. Alors, petite précision, parler de mur de Berlin le 13 août 1961, c'est un petit raccourci, c'est un peu une facilité de langage. Ils ont évidemment pas eu le temps de construire tout le mur en une seule nuit. Et au départ, c'est une barrière qui est surtout faite de fils barbelés, de grilles et de barricades. Mais en quelques années, le mur devient un vrai mur. Et prime mur de Berlin, c'est des dizaines de kilomètres de parois en béton de 4 mètres de haut, le tout avec des miradors, des checkpoints et des no man's land un peu partout. Et donc ce mur a été voulu et construit par l'Allemagne de l'Est pour empêcher ses habitants de fuir vers l'Allemagne de l'Ouest. Puisque je rappelle que dans les années 60, en pleine guerre froide, l'Allemagne est scindée en deux États distincts. La République fédérale d'Allemagne, donc l'Allemagne de l'Ouest, qui est alliée des Occidentaux, et la République démocratique allemande, donc l'Allemagne de l'Est, qui elle est alliée des Soviétiques. Et clairement, on parle ici d'un des événements les plus marquants, les plus importants du XXe siècle. La date, elle est gravée dans tous les livres d'histoire. Le 13 août 1961, c'est la construction du mur de Berlin. Mais pas que. Et si à Berlin, des soldats est-allemands ont profité de cette fameuse nuit pour foutre des barbelés un peu partout, sur la Côte d'Azur, en France, il y a d'autres personnes qui ont décidé d'utiliser ce temps-là autrement. Direction Aix-en-Provence, la région PACA, département des Bouches-du-Rhône, 13 sur la plaque d'immatriculation. C'est des paysages très faciles à reconnaître si, comme moi, vous êtes un bon joueur de GeoGuessr. Niveau végétation, il y a des pins parasols et des palmiers. Du côté de l'urbanisme, les bâtiments sont clairs et les maisons ont souvent des toits en tuiles rondes superposées. Et dans les rues, on trouve parfois des panneaux de signalisation avec des poteaux bleus. Et c'est typique de la Côte d'Azur. Par exemple, ici à Sainte-Maxime, on voit parfaitement bien les poteaux bleus. Et donc à Aix-en-Provence, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, a eu lieu un gigantesque cambriolage d'œuvres d'art. Le genre de cambriolage que les journalistes aiment appeler le casse du siècle. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même dire que j'en ai marre d'entendre la formule casse du siècle pour un oui ou pour un non. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a un tous les 6 mois, des casses du siècle. Et je suis allé vérifier sur la page Wikipédia de l'expression casse du siècle, il y a 20 braquages différents qui sont recensés et qui portent l'appellation casse du siècle. Donc décidez-vous, faites des shifumi, mais vraiment, c'est plus possible d'utiliser l'expression casse du siècle à chaque fois qu'il y a un mec qui vole 3 montres à côté de la place Vendôme. Bref, parenthèse terminée. Reparlons d'histoire. Du 1er juillet au 15 août 1961 se tient l'exposition Cézanne au pavillon Vendôme à Aix-en-Provence. Et c'est normal que la ville rende hommage au peintre. Paul Cézanne est né à Aix-en-Provence en 1839 et il y est mort en 1906. Et l'expo regroupe une soixantaine de ses œuvres, dont plusieurs qui ont été prêtées par des musées internationaux très prestigieux. Le samedi 12 août 1961, au soir, la journée se termine normalement. Les visiteurs s'en vont et le pavillon Vendôme ferme ses portes pour la nuit. Le dimanche 13 août, à 9h du matin, le personnel d'entretien fait le tour des salles et là, c'est le drame. Il manque 8 tableaux, 8 chefs-d'œuvre. Les peintures les plus précieuses de l'exposition. Parmi elles, les joueurs de cartes, un tableau qui avait été prêté par le musée du Louvre, ou encore le portrait de Marie Cézanne, la sœur du peintre, qui venait directement du musée de Saint-Louis aux États-Unis. Et c'est véritablement un cataclysme. On le voit à la une des journaux du lendemain, qui mentionnent tous le cambriolage, à côté des articles sur la situation à Berlin. Même le New York Times en parle sur sa une. Et Léo Marschutz, qui est le commissaire de l'exposition, y déclare « Si Cézanne était encore en vie, il serait furieux ». Et c'est vraiment la honte pour le sud de la France, puisque ce vol a lieu moins d'un mois après celui de 57 tableaux de maîtres de l'art moderne au musée de l'Annonciade à Saint-Tropez. Et la grande partie de Cluedo pour retrouver les coupables peut commencer. Alors, à quoi ressemble la scène de crime ? Le pavillon Vendôme, c'est une vieille bâtisse qui date du XVIIe siècle et qui se trouve au milieu d'un vaste jardin. Donc, première étape, on peut supposer que les cambrioleurs ont escaladé le mur d'enceinte du jardin sans trop de soucis.
Ensuite, reste à savoir comment ils ont atteint le premier étage, où étaient exposées les œuvres et où on a découvert une fenêtre ouverte, sachant qu'aucun signe d'effraction n'a été relevé. Et à l'époque, certains pensaient même que les cambrioleurs s'étaient laissés enfermer dans le pavillon à la fermeture, et qu'après ça, ils avaient dévalisé le musée. Bon, cette hypothèse, elle ne convainc pas grand monde. Déjà parce que quand on regarde un peu comment est foutu le bâtiment, on se rend compte qu'il faut pas s'appeler Alain Robert pour escalader jusqu'au premier étage. Vraiment, quand t'es devant le pavillon, t'as juste à utiliser les grilles du rez-de-chaussée et t'arrives directement à la corniche. Et derrière, c'est open bar. Vraiment, c'est pas une cascade à la Tom Cruise. Je peux le faire. Vous pouvez le faire. La sécurité du bâtiment maintenant, parlons-en. Et ça va être rapide. Le pavillon Vendôme, c'est pas vraiment le casino d'Andy Garcia dans Ocean's Eleven. La conservatrice du musée et son mari vivent au 2e étage, mais dans un appartement de fonction qu'on rejoint en passant par un autre escalier, et donc sans passer par les salles d'exposition. Et on sait que ce soir-là, le couple est rentré d'un dîner vers minuit et demi, et qu'ils ne se sont aperçus de rien. Et concrètement, la seule sécu, c'était un gendarme qui était doté d'une mitraillette, c'est une précision des journaux de l'époque, et qui se trouvait au rez-de-chaussée avec un chien de garde. Et ni lui, ni le chien n'ont réagi. Il devait évidemment être en train de dormir, on aurait tous fait pareil à leur place. Et pour résumer, les cambrioleurs, ils avaient juste à être un peu discrets au milieu de la nuit, et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Surtout qu'à l'époque, les tableaux, ils n'étaient pas protégés par des alarmes. Ils étaient simplement suspendus à des crochets, et il suffisait de se servir et de repartir sans faire de bruit. Ça a dû leur prendre quelques minutes maximum, et ils sont repartis sans même avoir eu à casser une vitre. Et l'enquête qui démarre, elle ne va nulle part. Il n'y a aucun indice, aucune piste. Et les policiers français passent vraiment pour des buses. Les compagnies d'assurance, elles vont jusqu'à dédommager les musées et les collectionneurs qui ont perdu des tableaux. Tout le monde est persuadé qu'on les retrouvera jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est que les voleurs, ils vont quand même donner signe de vie. Parce que voler des tableaux de Cézanne, c'est bien beau. Mais derrière, t'en fais quoi? Vendre de telles œuvres sur le marché de l'art sans être repéré, c'est impossible. Et ça aurait été une terrible idée de la part des cambrioleurs de garder les tableaux pour les accrocher chez eux, pour la simple et bonne raison que dans les œuvres volées, il y avait des natures mortes, et que les natures mortes, c'est horrible, vraiment personne ne veut ça dans son salon, Cézanne ou pas Cézanne. Non, les malfaiteurs, ce qu'ils veulent, c'est une rançon. Et donc, ils envoient un message aux autorités et au ministère de la Culture pour dire que si on ne leur envoie pas de l'argent, ils détruiront les tableaux. Nous ne connaissons pas la suite des échanges entre les autorités et les cambrioleurs. Tout ce qu'on sait, c'est que le 11 avril 1962, la police reçoit un appel anonyme. Et la personne au téléphone signale une Peugeot 404 verte, garée dans le 3e arrondissement de Marseille. Et effectivement, la police retrouve un véhicule correspondant à l'endroit indiqué. Il s'agit d'une voiture qui a été volée quelques jours plus tôt et dont la plaque d'immatriculation a été maquillée. Et à l'arrière, les policiers retrouvent les 8 tableaux de Paul Cézanne. Les voleurs s'étaient simplement débarrassés des cadres et les toiles étaient rangées dans des cartons d'emballage, mais elles sont intactes. Elles ont besoin d'un tout petit peu de restauration et elles sont bonnes pour retourner dans les musées. Et pour la petite anecdote, puisqu'on parle de restaurer les tableaux volés, quand le portrait de la sœur de Cézanne est retourné à Saint-Louis, dans le Missouri, comme je viens de le dire, ils ont décidé de le faire passer par la case restauration avant de le remettre dans la salle dans laquelle il était exposé, et en manipulant la toile, les restaurateurs ont trouvé un 2e tableau peint à l'arrière. C'est un autre portrait qui représentait la mère de Cézanne. Donc en fait c'est un tableau recto verso, personne s'en était jamais aperçu. Donc à Saint-Louis, ils n'ont pas tout perdu avec cette histoire. En revanche, pour Aix-en-Provence, la suite est un peu plus compliquée. La ville avait de grands rêves. Le maire, Henri Moutet, voulait en faire une place forte du monde de la culture. Et avant l'Expo Cézanne de 1961, le pavillon Vendôme avait déjà accueilli des expositions consacrées à Matisse ou à Van Gogh. Mais après le cambriolage, plus personne ne leur fait confiance pour exposer les tableaux précieux. Et vraiment, la réputation de la ville est entachée sur le long terme. Le monde de la culture a peur de retourner à Aix-en-Provence. Et il faut attendre 2025 pour voir une nouvelle grande exposition consacrée à Paul Cézanne se tenir à Aix. Et c'est en ce moment. L'expo elle a ouvert le 28 juin et elle se tient jusqu'au 12 octobre. Et non, l'exposition n'est pas partenaire de cette vidéo. Je touche pas un centime en faisant leur promo. Je fais vraiment ça pour l'amour de la culture. Bon, cette fois, l'exposition, elle se tient pas au pavillon Vendôme. Faut pas déconner non plus. Ça se passe au musée Granet. Et pour l'occasion, l'autrice de bande dessinée Camille Lavo-Benito a publié une BD qui raconte le vol de 1961. Un peu comme un petit clin d'œil. Et comme cette affaire n'a jamais été résolue et que les coupables n'ont jamais été arrêtés, Camille Lavo-Benito, elle a pu laisser parler son imagination. Et l'hypothèse de sa bande dessinée, c'est que les tableaux de Paul Cézanne ont été dérobés par la même équipe que celle qui a cambriolé d'autres musées de la Côte d'Azur à la même période. De son côté, le mur de Berlin est tombé dès novembre 1989. Donc si on résume, si on prend comme point de départ la nuit du 12 au 13 août 1961, la ville d'Aix-en-Provence n'a plus eu le droit de célébrer son peintre le plus illustre jusqu'en 2025, et donc on parle d'une punition de 64 ans, c'est-à-dire plus du double de la durée totale de l'existence du mur de Berlin. Et si certains des cambrioleurs de 1961 sont encore en vie, j'aimerais leur dire « Eh c'est bon, vous pouvez parler maintenant, il y a prescription ».
Personne va vous en vouloir. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Et chronologiquement parlant, c'est pas impossible qu'il y ait des survivants. T'es cambrioleur, t'es jeune, tu fais des bêtises, t'as genre 21 ans en 1961, t'es né en 1940, t'as 85 ans aujourd'hui, on peut encore rêver d'avoir une interview confession. Et voilà, c'est tout pour le mais pas que du mois d'août. Je pense que je vais faire un épisode par mois de ce format. J'ai pas encore totalement décidé quelle date j'allais choisir pour septembre. J'ai déjà une ou deux idées en tête, mais il faut que j'approfondisse un peu, je vais continuer à faire des recherches. Et pour celles et ceux qui trépignent d'impatience en attendant des nouvelles tier lists, vous inquiétez pas, elles reviennent bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous, n'hésitez pas à rendre le monde un peu plus beau en vous abonnant à la chaîne ou en me suivant sur les réseaux, les liens sont en description. Et sur ce, je vous souhaite un excellent 13 août et je vous dis à très bientôt. Turn his TV off, turn his TV off.